Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, je vais vous parler de ce qu'on fait avec le docteur Sophie Baron et toute l'équipe de génomique et les bioinformaticiens dans le cadre du NGS appliqué au génome bactérien de routine, donc de microbiologie clinique. Donc juste pour introduire quel type de données on peut extraire de ces génomes, d'une part, il y a préciser l'identité de la bactérie en question, puisqu'on va parler de bactéries ici. D'une part, on peut préciser l'espèce. Il y a des espèces qui ne sont pas identifiées par les approches conventionnelles. On peut même aller jusqu'à la sous-espèce. Et puis, on peut rentrer dans certaines données qu'on obtient habituellement par phénotypie, notamment le sérovar ou le sérogroupe. Et puis, enfin, ces techniques permettent surtout de préciser la position génétique de ces micro-organismes. On peut alors parler de lignées, par exemple dans le cas de la tuberculose, de clusters qu'on appelle les GPST pour le pneumocoque, et puis on va beaucoup parler de sequence type, Sophie Baron en parlera beaucoup, qui sont définis par une combinaison d'allèles. Et puis, ultimement, on peut aller jusqu'à la définition du clone, quand est-ce que deux bactéries sont identiques, et donc pour ça, il y a quelques papiers qui proposent des seuils épidémiologiques qui permettent de définir à partir de combien de mutations entre deux souches on peut parler de clones. Donc, ce sont des seuils qui sont préliminaires. On voit que certains ne sont pas validés. On voit que c'est variable d'une espèce à une autre. Mais ce sont des outils qui nous permettent, pour le moment, déjà de commencer à travailler pour définir un clone. Et puis, en plus de l'identité, eh bien, on peut extraire certaines données fonctionnelles. Donc, il y en a beaucoup qu'on peut extraire, mais c'est vrai que celles sur lesquelles on travaille actuellement, ça va être surtout pour la résistance aux antibiotiques et puis également pour tout ce qui est facteurs de virulence et toxiques. Alors, tous ces outils combinés à l'épidémiologie actuelle des microbes eh bien, définissent notre activité. Et donc, on peut voir qu'en 2024, on a analysé et rendu, dans le cadre du diagnostic de routine, plus de 600 génomes, avec presque 2 tiers d'entre eux qui concernaient la résistance aux antibiotiques, et puis le reste est à peu près également distribué entre des bactéries qu'il fallait identifier, des souches qu'il fallait à comparer, sachant que la comparaison de souches, on a de plus en plus de demandes actuellement, 10% de mycobactéries et puis à peu près 10% encore de typage. Alors, quels outils est-ce qu'on va utiliser? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bien entendu, on peut avoir les outils de base, c'est-à-dire quand on est dans le dur, en ligne de code, mais fort heureusement, ces outils bioinformatiques sont exactement les mêmes qui vont être petit à petit embarqués dans des plateformes online qui sont en revanche beaucoup plus intuitives et user-friendly. Donc, quand on peut les utiliser, on le fait. Et quand on ne peut pas, eh bien, on va rentrer dans les outils bioinformatiques en ligne de code. Et donc, justement, ces plateformes online proposent, par exemple, donc ça, c'est un outil qui est fourni par la DSMZ, d'identifier les bactéries par hybridation in silico ADN-ADN avec pardon, avec un seuil arbitraire de 70%. Au-dessus de 70%, on considère que l'espèce est correctement identifiée. Donc, ce sont des outils qui marchent très bien. On met la séquence et en moins de 24 heures, on a la réponse. Et depuis qu'on fait l'identification bactérienne par génomique, on a, c'est à peu près 3 ans qu'on le fait en routine, on a identifié plus de 71 nouvelles espèces bactériennes au diagnostic. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que près d'un tiers de ces espèces étaient en fait correctement identifiées par les techniques de routine, ce qui montre vraiment la résolution qui est beaucoup plus grande lorsqu'on analyse par génomique que par les autres outils traditionnels. Donc, au-delà de l'identification, je vous l'ai dit, on peut faire des typages. Je vous donne des exemples dans le cadre des salmonelles qui nous permettent, par exemple, de discriminer avec une grande confiance les souches typhoïdes des salmonelles mineures. Et puis, ça nous permet de donner des sérovars extrêmement précises qui peuvent avoir un intérêt dans un cadre épidémiologique ou dans le cadre d'enquête, par exemple, en cas de toxi-infection alimentaire collective. Il y a des typages qui vont avoir un impact immédiat. Je pense notamment au typage des pneumocoques, avec un exemple récent d'un enfant de 2 ans qui avait bénéficié d'un schéma vaccinal complet contre le pneumocoque et qui a développé malgré tout une méningite bactérienne à pneumocoque. Et donc, par séquençage, on a identifié un sérotype 19F, qui est un sérotype qui est compris dans le schéma vaccinal et donc qui a motivé par les pédiatres l'exploration d'un déficit immunitaire. Par ailleurs, cette souche était de sensibilité très diminuée aux bêta-lactamines et donc le génome nous a permis, par analyse des protéines liant les pénicillines, de prédire et de confirmer donc cette résistance qui était observée in vitro.
Maintenant, juste des exemples de cas groupés, je vais vous en donner deux. Un exemple en néonatologie de cas groupés à staph doré donnant des syndromes d'épidermolyse staphylococcique. Donc, c'était en 2024. Il y avait eu 3 enfants qui avaient eu ce syndrome d'épidermolyse staphylococcique, qui est gravissime. Et donc, la question qui avait été posée à l'époque, c'est est-ce que le personnel soignant peut constituer un réservoir? Là, je parle de réservoir. Le personnel soignant avait été prélevé au niveau des fosses nasales et donc on a comparé les staphylocoques dorés du personnel soignant à ceux des trois petits. Et donc, on a commencé par chercher les facteurs de virulence, puisque ce syndrome de Lise est codé par une toxine qui est une exfoliatine de type A, et donc qui a été trouvée uniquement chez les 3 souches des 3 enfants et jamais chez le personnel. On a analysé ensuite les sequence type, et donc on voit que les 3 enfants avaient le même sequence type, 582. Il y avait également 2 autres personnels soignants qui avaient ce sequence type. Et quand on analyse les différences de nucléotides, on voit qu'il n'y a aucun nucléotide de différence entre les 3 souches des enfants, ce qui suggère une transmission croisée, alors qu'en revanche, il y avait plus de 150 nucléotides de différence avec celle du personnel soignant, ce qui suggère que le personnel soignant n'était pas un réservoir. Et une autre enquête, encore une fois en néonatologie, récente, d'infection invasive à streptocoque du groupe B, avec 3 cas d'infection très sévères, pour lesquels la question était est-ce que ces souches sont liées? Est-ce qu'il y a une transmission croisée? Et donc, on voit qu'elles appartiennent toutes au sérotype 3, qui est le sérotype le plus fréquemment trouvé dans les infections humaines, et plus particulièrement au sequence type 17, qui est très associé aux infections invasives néonatales. Et enfin, vous voyez qu'il y avait aucun nucléotide de différence entre les 3 souches, ce qui suggère donc une transmission croisée. Et donc, au-delà de ça, eh bien, on étend de plus en plus. On avait d'abord un tout petit catalogue d'analyses bactériennes, et finalement, on l'étend à chaque fois. Je peux vous citer par exemple le Streptococcus pyogenes, qui a explosé ces 2 dernières années, dont on s'est rendu compte qu'il est surtout dû à un génotype bien particulier, le M1UK, donc importé d'Angleterre. On peut également réaliser de la détection de toxines. On a mis au point des systèmes bioinformatiques pour ça, par exemple pour la diphtérie ou encore pour le choléra. On fait également des génomes de coqueluche pour détecter la résistance aux macrolides, puisqu'on a eu une épidémie récemment. Et on a développé également des systèmes de typage pour l'hystéria, également en augmentation en 2024, ou encore pour le méningocoque et l'hémophilus, qui nous sert de confirmer les souches non typables, puisque ça arrive de plus en plus. Voilà pour la partie bactérienne. Je vais laisser maintenant le docteur Sophie Baron vous parler notamment de la résistance aux antibiotiques et des mycobactéries. Je propose qu'on passe à un jeu de questions à la fin de la deuxième présentation. Merci. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques applications du séquençage génome entier sur le suivi de la résistance et des mycobactéries. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la résistance. Donc, classiquement, en fait, à la PHM, à l'IHU, on a pris parti de séquencer en fait toutes les souches de BHRE qui ont été isolées de patients hospitalisés. Et on va afin de les typer en fait pour suivre la circulation des clones à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à partir des données de séquençage génomique? Donc, Grégory l'a déjà un petit peu dit, mais on obtient les données de séquence type. Donc là, par exemple, pour une souche isolée, il s'agissait d'un Escherichia coli producteur de carbapénémase de type OXA48. On a pu typer la souche, il s'agissait d'un ST10 qui est un clone connu pour être à haut risque de multirésistance. On a pu obtenir les différents types de plasmides portés par cette souche, ce qui peut avoir un intérêt lorsqu'on compare les souches pour voir si elles ont le même type de plasmide. Et on obtient le résistome complet de la souche avec un phénotype prédit qui, pour les entérobactéries, est quand même bien corrélé à l'antibiogramme que l'on observe in vitro. On peut également typer précisément le variant de la carbapénémase. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, on ne rend que les gènes de résistance au C3G, au C4G et au carbapélème, mais on a le détail complet. Ensuite, lorsqu'on a une suspicion d'épidémie au sein d'un service, par exemple de bactéries multirésistantes, on peut rechercher si il existe une transmission croisée entre plusieurs patients. Donc là, c'était le cas d'une épidémie non contrôlée à entérocoque résistant à la vancomycine de type B dans un service qui dure depuis plus d'1 an. Et malgré plusieurs formations et le rappel des règles d'hygiène, on avait toujours des nouveaux patients dépistés. Donc, les souches des patients ont été comparées
vous voyez en rouge le détail des mutations. Donc, on avait 6 patients qui possédaient des souches qu'on pouvait dire clonales. On a fait ensuite une investigation épidémiologique à la recherche de souches environnementales et on a pu isoler 2 souches positives d'Enterocoque faecium qui appartenaient au même ST que les souches cliniques, qui étaient porteurs du gène VANB. Et parmi ces 2 souches qui sont en bleu ici, vous voyez que l'une des souches était dans le même groupe en fait que les souches de patients. Donc, on peut montrer comme ça qu'il existe déjà des réservoirs environnementaux et qu'il y a des transmissions croisées au sein du service. Parfois, ce ne sont pas des transmissions de souches, mais des transmissions de plasmides. Là, on avait un autre cas, on avait une épidémie d'entérobactéries productrices de carbapénémase de type OXA48 dans un service de pneumologie. On avait identifié des patients porteurs de deux espèces bactériennes, Citrobacter frundi et Enterobacter baumannii. On a séquencé les différentes souches. Toutes les citrobactères appartenaient au même ST. Pour les entérobactères, on avait différents ST. Par contre, quand on faisait la comparaison des génomes, on avait trop de mutations, ce n'est pas le même clone. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en plus de l'Illumina du nanopore pour obtenir la séquence complète des plasmides, et on a pu montrer que les plasmides étaient strictement identiques, ce qui suggérait qu'il y avait une transmission de plasmides entre les différentes espèces et les différents patients. On peut faire de la comparaison souche également, comme Grégory l'a dit, sur des suspicions de transmission, évidemment, qui ne sont pas des résistances. Là, on avait eu 3 décès chez des nouveau-nés qui étaient hospitalisés en soins intensifs néonates et qui avaient présenté des chocs septiques fulminants à Klebsiella pneumoniae sur une période relativement courte de 3 mois. Donc, le service voulait savoir s'il y avait un risque de réservoir environnemental et s'il y avait eu une transmission croisée entre les patients, et si éventuellement il y avait des facteurs de virulence particuliers qui pouvaient expliquer cette forme clinique sévère. Déjà, on pouvait voir que sur l'identification, en fait, on avait déjà une souche qui n'était pas une Klebsiella pneumoniae stricto sensu, qui était une Klebsiella quasi pneumoniae. Et au niveau du ST, on avait également les 2 souches de Klebsiella pneumoniae qui n'appartenaient pas au même ST. On n'avait pas pu mettre en évidence de transmission croisée, en tout cas entre nos 3 patients. Au niveau des gènes de virulence, par contre, on avait les 2 premières souches où on n'avait pas identifié de facteur de virulence particulier, à l'exception d'un sérotype capsulaire de type K1 chez Klebsiella quasi pneumoniae. Et on avait la dernière souche qui présentait plusieurs facteurs de virulence qui sont associés aux souches hypervirulentes. Alors, c'était une forme entre les deux, ce n'était pas une souche hypervirulente. Mais ce qui était intéressant à noter, c'est que c'était le patient qui avait eu l'évolution la plus rapide et sévère. Rapide. Je vais vous montrer maintenant quelques applications concernant Mycobacterium tuberculosis. Donc, en fait, il existe 2 approches pour effectuer le séquençage de Mycobacterium tuberculosis. La première, c'est la technologie technologie principalement utilisée, c'est la technologie diplex, qui consiste à effectuer de multiples PCR sur des gènes cibles que l'on séquence ensuite et on va évaluer les mutations ensuite sur ces gènes. La deuxième, c'est d'effectuer le séquençage du génome entier de Mycobacterium tuberculosis et ensuite de chercher les gènes qui portent les résistances. L'avantage de la première méthode, c'est qu'elle permet de standardiser un petit peu la qualité de séquençage, parce qu'on a besoin d'avoir une bonne profondeur de séquence pour étudier les résistances chez Mycobacterium tuberculosis. Mais le problème, c'est qu'on ne va regarder que ce qu'on cherche, que ce qu'on séquence. Alors que l'avantage du génome entier, c'est qu'on va pouvoir tout observer, mais par contre, il faut qu'on ait une qualité de séquençage qui soit suffisante pour avoir une bonne profondeur de séquence. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise la technologie plutôt Novasec, ici à l'IHU, pour faire l'analyse de Mycobacterium tuberculosis. Donc, je vous donne un exemple pour montrer un petit peu la différence entre ces 2 technologies. Donc, c'était Madame X, 28 ans, qui fait une rechute de tuberculose disséminée, initialement traitée par une quadrithérapie standard. On isole la souche sur la rechute. Donc, c'était une souche de Mycobacterium tuberculosis de type de la lignée Beijing, qui était multirésistante, résistante à la quadrithérapie. Et on avait envoyé cette souche en parallèle au CNR, qui fait la technologie donc diplex. Et vous voyez qu'on retrouvait les mêmes résistances avec la technologie diplex qu'avec la technologie de séquençage entier, à l'exception du délamanide, pour lequel on avait une résistance chez nous, et pas avec la technologie diplex, tout simplement parce qu'il ne cherche pas, il ne cible pas ce gène dans la technologie diplex.
Le problème, c'est que le CNR avait donné un avis recommandant l'utilisation du délamanide. Donc, grâce à notre technologie, on a pu prévenir le CNR et le service que, en fait, on avait une résistance, sachant que ces antibiotiques, ces antituberculeux ne sont pas testés in vitro. On n'a que la technologie in silico pour retrouver des mutations. Et à l'IHU, ici, on a pris le parti de séquencer toutes les souches de Mycobacterium tuberculosis, qu'elles soient sensibles ou résistantes, à l'inverse du CNR qui ne fait que les résistantes. Donc, les autres applications, eh bien, c'est le séquençage génomique des autres mycobactéries. Bon, c'est l'exemple que Grégory a déjà montré. Donc, c'était une souche qui avait été identifiée Mycobacterium kansasi au Maditoff et qu'on a pu identifier après au séquençage comme étant un Mycobacterium persicum. Et pour l'instant, on est en train de développer des outils pour détecter la résistance aux macrolides sur les espèces du complexe Mycobacterium avium et ensuite sur Mycobacterium abscessus. Un tout petit mot pour terminer sur la métagénomique sur prélèvement. Donc, c'est une technologie pour l'instant qu'on n'utilise pas encore beaucoup en bactériologie, qui consiste à effectuer le séquençage de l'ADN complet présent dans un échantillon. Donc là, le contexte, c'était une épidémie à Escherichia coli producteur de MDM. On a séquencé directement l'ADN à partir des couvillons rectaux par technologie nanopore. Vous voyez à droite, ce sont les résultats de la culture. Sur 11 échantillons, on avait 8 positifs à Escherichia coli MDM, 2 positifs à Enterococcus faecium ban A. Et par la technologie nanopore, pour l'instant, on a pu assembler le génome entier et caractériser le génome sur 2 échantillons sur les 8. Donc, c'est une technologie qui mérite d'être améliorée, mais qui, je pense, peut être intéressante pour rendre rapidement, caractériser rapidement des souches. Voilà, on voulait remercier avec Grégory la plateforme NGS, l'équipe de bioinformatique, de la Césure et l'équipe de bactériologie pour ce travail, parce que c'est un travail quand même d'équipe. Et merci pour votre attention.